qui est devenu un grand chasseur dans l'âme et dans le cœur surtout, nous fait l'honneur de nous faire cette conférence. Donc je vais laisser la parole à M. Martinez pour un coup, oui, parce que là tu vas te... Ah oui, là, je vais lui et bien, faites une donation à ce monsieur. Parce que... D'abord parce que c'est un chassement et que c'est quand même assez rare de voir un petit gomme de 41 ans s'occuper de nos anciens. J'ai pas dit les vieux, j'ai dit nos anciens. Merci beaucoup Madeleine. Vous pouvez aussi l'applaudir parce qu'une présidente aussi énergique que Madeleine, c'est bravo Madeleine. Merci de la confiance en tout cas. Pour ceux qui me connaissent, je parle pas trop fort, non c'est bon, tout le monde m'entend ouais. Pour ceux qui me connaissent, donc l'année dernière on avait fait une première conférence à la salle polyvalente où il y avait bien moins que la moitié que vous êtes ce soir, il y avait à peu près une vingtaine de personnes, voire 30. Et je suis agréablement surpris de vous voir aussi nombreux ce soir, ça me touche vraiment. Parce que si je suis là ce soir, c'est un peu et grandement grâce à vous et grâce à tous les invités que j'ai pu rencontrer depuis ces nombreuses années lors des interviews. Il était une fois Chassieux. Donc on a innové cette année, on a fait une petite conférence photo, comme vous pouvez voir derrière vous. Donc j'ai récupéré des photos sur internet, j'ai récupéré des photos carte postale, des photos qui m'ont été données par des anciens chassements. Je voudrais souligner Pascal Rouchon, pour ceux qui le connaissent, toutes les photos d'école que vous voyez des années 50-60, c'est M. Rouchon qui les a envoyées. Ensuite, il y a des photos de Chassieux des années 20, des années même 1890, des années 1950, 70, 80. Donc vous reconnaîtrez les anciens quartiers qui ont bien changé depuis. La conférence elle va se dérouler en plusieurs parties. Donc tout d'abord, raconte-moi, il était une fois Chassieux. Donc qu'est-ce que c'est, il était une fois Chassieux? Deuxième partie, donc je vous montrerai un petit bilan des vidéos sur la saison 2, saison 3. Il y aura 3 petites vidéos de l'histoire des 3 rues de Chassieux. Vous découvrirez ça tout à l'heure. L'expo photo, je vous ressortirai quelques photos que j'ai mis sur le PowerPoint. Et puis après, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, je suis preneur de toute remarque. Alors, comment est arrivé Il était une fois Chassieux? Alors moi, comme l'a dit Madeleine, je suis chasselant adoptif. On ne dit pas une pièce rapportée, mais une valeur ajoutée, comme dirait Sylvaine. Et je suis arrivé donc en 2002, officiellement. Et donc je suis marié à une petite fille chasselande. Alors elle n'a pas vécu à Chassieux, mais sa famille a vécu à Chassieux, puisque c'est la famille Charpie, pour ceux qui connaissent. Les frères Charpie, Émile et Paul, et donc l'arrière-grand-père de mes enfants est Paul Charpie. Donc qui habitait Chassieux, ils sont arrivés en 1958 à Chassieux. Donc ça date d'il y a quelques années. Et donc mes enfants sont la 5e génération à habiter à Chassieux. Ils ont grandi à Chassieux, ils sont nés à Chassieux, ils ont grandi, ils ont été à l'école et ils profitent de toute la vie chasselante. Et en 2015, j'ai rejoint le Sous des écoles, qui est une association qui me touche beaucoup, puisque c'est la plus vieille de Chassieux. Elle est née en 1900, le 12 juillet 1900, donc en 2020, on n'a pas pu fêter, mais on a fêté les 120 ans, on a voulu faire une grande fête, mais ça n'a pas pu se faire à cause du Covid. Et j'ai quitté cette association l'année dernière, puisque ma fille, qui est rentrée au collège, donc j'ai passé la main à de nouveaux parents. Et pourquoi il était une fois Chassieux? Parce qu'en fait, c'est le Sous des écoles qui m'a donné la main à rechercher l'histoire de la ville. Donc j'ai recherché toute l'histoire du Sous des écoles. Et après, j'ai eu la chance d'obtenir les livres Chassieux-en-Velin et Chassieux aujourd'hui pour demain, qui a été rédigé par de nombreuses personnes qui sont dans l'Assemblée. Je pense notamment à M. Michel, je pense à M. Darlet, à Mme Nicole Belgrand qui n'est pas là et à qui on a une forte pensée ce soir. Plus toutes les personnes, Madame Garot aussi qui est là, et l'association Aimer lire à Chassieux, où ils ont fait d'énormes travaux historiques. Et pour ça, j'aimerais que vous les applaudissiez, parce que sans ces personnes, aujourd'hui, on ne pourrait pas connaître l'histoire de nos villes. Voilà. Et puis moi, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice en dématérialisant tout ça, en le digitalisant et en allant à la rencontre des chassements, notamment au travers de nombreuses interviews. Et tout ce travail, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, les plateformes digitales, donc Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, le site internet Il était une fois Chassieux, TikTok pour les plus jeunes, et puis Twitter. Donc voilà, donc tout ce que je fais, j'essaie de communiquer au plus large. Et puis j'ai eu la chance d'être suivi par les archives départementales qui m'envoient des messages de temps en temps pour me remercier, par d'autres associations, notamment le musée de l'aviation à Bron, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps pour l'anniversaire, enfin la commémoration de la disparition de Maryse Bastille, avec qui j'étais, Marie Fou, qui était à mes côtés, qui nous ont félicité pour ce travail. Comment ? Ça s'appelle l'Aéromusée. L'Aéromusée, ah bon, qui est au Fort de Bron. J'en fais partie. Très bien. Et pour les interviews vidéo, donc depuis 2021, donc ça va faire bientôt 2 ans, j'ai été à la rencontre de nombreux anciens chasselants et des plus jeunes. Et sur ces 3 saisons, donc la 3e est en cours, j'ai rencontré sur la première saison, la toute première, pour ceux qui s'en rappellent, qui sont venus voir la première conférence, alors c'est pas un chasselant qui habite Chassieux, puisqu'il est en Nouvelle-Calédonie actuellement, c'est Stéphane Canciani. Et après, ça a été une accumulation de rencontres de personnes très importantes pour moi à Chassieux et pour l'histoire de la ville de Chassieux. Donc j'ai vu Madame Canciani, donc la maman de Stéphane, Monsieur Joie, Raymond Joie, qui était maire de Chassieux, pour ceux qui le connaissent. Madame Delay, qui repose aujourd'hui en paix, à qui j'ai une énorme pensée parce que ça a été un épisode très très touchant. Sa fille est ici présente dans la salle, avec qui nous avons des projets communs, puisque en 2023 nous allons fêter la commémoration de la disparition de son grand-père, qui était un grand résistant français, qui a été abattu par la Gestapo à l'Oyette. Pour ceux qui ont suivi mes aventures sur Facebook, on a été à l'Oyette et on a l'année prochaine avec Yves Garot une conférence qui est en pleine préparation pour rendre hommage à Pierre Delay. Monsieur Cumin, qui est ici, que j'ai vu dans la salle aussi, Madame Mattolini, ancienne directrice de la piscine de Chassieux, Madame Nicole Belgrand aussi. Et la saison 2, j'ai aussi rencontré d'autres personnes, donc Monsieur Trux, Michel Trux, qui est parti à la retraite l'année dernière, qui était directeur du conservatoire de Chassieux, donc Madame Delay-Maricot qui est là, Madame Pelli, Michel Pelli, qui est malade alors qui n'a pas pu venir, sa nièce est présente ce soir. Si je vous dis Pelli, peut-être que ça ne vous parle pas, mais par contre, la famille Vachon, ça doit vous parler, le café Vachon. Donc c'est sur l'une des photos qui est dans l'exposition, la place de la République, il y a des petites filles qui se tiennent debout sur une des photos, et donc il y a Michel Pelli, qui était âgé de 10 ans à l'époque. Ensuite, j'ai été à la rencontre de l'association l'UNC, des anciens combattants de Chassieux. J'ai rencontré donc Monsieur Brunet, qui m'a présenté l'exposition des 50 ans, qui était à la salle polyvalente de Chassieux. Et j'ai eu l'honneur de faire la rencontre de Monsieur Darley, qui nous a présenté une exposition sur les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Un sujet passionnant, présenté par un passionné, un ancien prof d'histoire, Monsieur Darley, merci beaucoup encore. Et il n'y a pas très longtemps, donc on a lancé au mois de septembre alors je dis on parce qu'en fait il n'y a pas que moi qui travaille, puisque toutes les personnes que je rencontre participent à ce super travail de mémoire. Et au mois de septembre, il y a eu une exposition sur l'immigration italienne. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Aldo Ferro, qui est pas très loin, là, avec son épouse, qui m'ont accueilli avec grande gentillesse chez eux pour me parler de leur histoire familiale, de la famille Ferro, immigrée à la cité Ribaud. Ensuite, j'ai rencontré Monsieur Michel, qui est devant. Monsieur Michel aussi, ça a été une rencontre très très forte sur toute son existence à Chassieux, et pas que. Et dernièrement, alors celle-ci, j'ai pas eu le temps encore de faire le montage, mais c'est Monsieur Pouget, son fils est ici. Et Monsieur Pouget, pour ceux qui ont fréquenté l'église de Chassieux, l'église Saint-Galmier, c'est une personne très importante à Chassieux, Monsieur Pouget, parce que tous les trésors qui sont exposés dans l'église, c'est M. Pouget qui les a sauvegardés lorsque l'église a été modifiée et transformée. Vous découvrirez dans la prochaine interview, donc tout ce qui est exposé sous protection dans l'église, c'est M. Pouget qui l'avait chez lui. Et donc il y a d'autres projets qui sont à venir prochainement.
Donc je vous ai préparé une toute petite vidéo. Alors il y a plusieurs vidéos, hein. Je vais m'arrêter de parler aussi parce que je dis beaucoup de choses. Mais alors, hop, est-ce que... Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir les Chasselandes et bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Pour la deuxième saison, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de venir à la rencontre de Michel Trux. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de interviewer Marie Delay-Foucault et Gilles Champion, donc deux anciens Chasselands. Et aujourd'hui, donc j'ai le privilège d'être aux côtés d'Alain Darlet, ancien maire de Chassieux. Alors Alain, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez, ce que vous avez fait à Chassieux, quand est-ce que vous êtes arrivé, les 50 ans de l'association des anciens combattants. Monsieur Brunet, qui est le président de l'association depuis début 2022, janvier 2022. Je vais vous expliquer ce qu'était un cimetière et pourquoi on est aujourd'hui dans ce cimetière et comment la ville de Chassieux a décidé un jour de changer de place son cimetière qui était autour de l'église pour l'amener ici. Voilà, moi je suis née le 15 janvier 38 dans un café, le Chasselin en ce moment. Alors je connais un petit peu Chassieux. Je vous invite à découvrir donc les Journées du patrimoine avec une exposition sur l'immigration des Italiens et notamment les Chasselands d'origine italienne à Chassieux, comme ils appellent l'immigrazione. La dernière invitation de Monsieur Ferro, Aldo Ferro, qui est un très ancien Chasseland de la cité Ribot. J'ai le grand honneur d'être reçu par monsieur Robert Michel. Robert Michel qui est bien connu dans le monde du journalisme, dans le monde de la photo, à travers le monde, à travers l'Europe, à travers la France. Et conservateur de Lyon, donc 18 ans, tu as été premier prix du conservatoire. Voilà, donc ce qu'on appelait, ça s'appelle médaille d'or en fait. Médaille d'or. À l'unanimité. Voilà. Toi Marie-Claude, donc tu as été donc à Chassieux, 57, on a interviewé maman l'année dernière. Ça fait pratiquement un an, ouais, ça fait pratiquement un an. Maman qui est représentée, on lui fait un grand bisou de loin. Et puis est-ce qu'on peut lui dédier ce reportage? Ouais. Bon bah voilà, et bah on lui dédie ce reportage aujourd'hui. Et donc le premier livre, Émilie Chassieux en Velin, vous avez fait partie de l'équipe de ceux qui ont écrit ce livre-là. J'ai plusieurs chapitres, oui. Bon bah voilà. J'ai rédigé plusieurs chapitres. Quand je vous dis que j'ai des personnes importantes à Chassieux auprès de moi et dans mes vidéos, bah la preuve. Et puis un petit peu maire quand même. Oui, un petit peu. Ah oui, c'est vrai que vous avez été maire aussi. Je voudrais seulement dire que depuis 50 ans, les AFN sont présents sur Chassieux. On a toujours pensé à tous les Chasselands. J'espère que beaucoup de Chasselands pensent à nous maintenant. Merci. Il y a un site qui est un site de généalogie qui s'appelle Généanet. On peut visiter ce site même sans être inscrit. En étant inscrit, on a accès à beaucoup plus de choses, mais on a accès au cimetière et aux photos qu'on prend des cimetières. Et pour l'instant, toutes les tombes de l'ancien cimetière, les 250 concessions, les photos ont été prises et commentées et sont sur Généanet. Généanet.org. Voilà. Merci beaucoup Michel. Merci à... Oh, bah, c'est moi qui suis plutôt au service des Chasselands de remplir ce devoir de mémoire. En plus, je vous ai fait la connaissance parce que je ne vous connaissais pas, alors que je connais pas mal de monde de ma famille Charpie. C'est vrai, famille Charpie. Nous avons travaillé conjointement avec la culture de Chassieux, un air d'Italie et Emilia Patrimoine à Chassieux. Et vous voyez derrière nous une partie de l'exposition. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un petit moment qu'on s'était rencontrés. Vous étiez venu à la conférence l'année dernière. Oui. Et on en avait discuté. Et puis cette exposition nous a permis de nous retrouver. Pour votre engagement associatif sur Chassieux, donc on a parlé d'un air d'Italie, on a aussi parlé de Émilie et Patrimoine avec qui vous avez aussi collaboré sur les conférences et l'histoire de la généalogie, etc. Et au début de l'interview, j'ai parlé de Culture et Loisirs Chassieux, présidé par Madeleine Martin. Et donc vous m'avez dit, avec beaucoup de simplicité, que vous aviez actuellement des problèmes de mémoire. Mais grâce à cette association-là, vous participez à des ateliers mémoire et ça vous permet
de passer des très bons moments avec Madeleine et puis tous les membres. Donc, moi, je pense qu'on a tous un devoir de mémoire. Chassieux, c'est plus un village, c'est plus le village que c'était, ça a évolué, mais bien sûr, tout évolue dans la vie, mais ayez ce devoir de mémoire. Merci Monsieur Cumin. Merci à vous de m'avoir interviewé. Non, mais c'est un plaisir. Et puis au fil des interviews, c'est de plus en plus émouvant, c'est de plus en plus sympa. Et puis ça permet de garder ces souvenirs et de les partager. Et de les partager, et surtout que ça ne s'éteigne pas, voilà, exactement. Après nos générations. Exactement. Je vous remercie. C'est avec grand plaisir, hein, comme à chaque fois, comme je dis à tous mes invités, c'est le plaisir est pour moi. Et puis je pense que le plaisir est aussi partagé avec tous les chasselans et les anciens chasselans qui découvrent toutes ces interviews, parce que au début je suis parti en me disant je vais faire quelques épisodes, et puis là j'en suis à la 3e saison. Je suis à peu près une 20aine d'épisodes entre les expositions, les interviews, les partenariats avec Émilire et Patrimoine, et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, vous et les anciens, et de partager, de mettre en lumière toute cette histoire qui a fait notre Chassieux. Et comme je dis toujours, l'histoire de Chassieux, c'est vous, c'est nous, les jeunes de maintenant, et il faut qu'on continue à perpétuer ces souvenirs. Voilà. Il y a une phrase qui dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Exactement, voilà. Ça sera le mot de la fin de Madame Belgrand. Merci beaucoup, merci pour tout. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube et à retrouver tous les épisodes que je vous ai mis à disposition et toutes les interviews disponibles. Donc maintenant, on va passer à la partie suivante. Émilire et Patrimoine a sorti un bouquin il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, Yves, je dis pas de bêtises, c'est bien, 2015, où il a été expliqué le nom des rues, des chasselans qui ont marqué l'histoire. Dont Auguste Ernest Delage. Et moi, je suis allé un peu plus loin, puisque dans 2 ans, on fêtera la disparition d'Hélène Boucher. Et cette année, on a fêté les 70 ans de la disparition de Maryse Bastier, qui s'est crashée en avion à Saint-Priest. Et je diffuse des petites vidéos en expliquant leur histoire. Donc là, je vais vous présenter 3 vidéos sur leur vie, et j'espère que ça vous plaira. Voilà. On va commencer par Hélène Boucher, ensuite Maryse Bastier, et pour finir, un chasselan bien connu, puisque la rue, vous la connaissez tous. Hélène Boucher, l'aviatrice prodige. Hélène Antoinette Eugénie Boucher est née le 23 mai 1908 à Paris. Jeune femme moderne et avant-gardiste, elle fut l'une des plus grandes aviatrices françaises en battant de nombreux records de vitesse. Elle est la fille de Léon Boucher, architecte parisien, et d'Élisabeth Hélène Durand. Dès son enfance, elle reçoit le surnom de Léno, Léo pour le prénom de son papa et No pour celui de son frère Noël. Surnom qu'elle conservera toute sa vie en fait. Pendant la Première Guerre mondiale, elle quitte Paris avec sa famille pour s'installer dans la propriété familiale de Boigneville, petit hameau à quelques kilomètres de Vermononville, près de Chartres, en Eure-et-Loire. Passionnée d'avions, elle collectionne alors les photos d'aviateurs et les articles sur les avions. De retour à Paris, dans l'appartement familial au 169 rue de Rennes, elle entre au collège Sévigné, premier établissement secondaire laïque pour jeunes filles créé en France. Elle y croisera notamment les sœurs Irène et Marie Curie et y rencontrera son amie confidente de toujours, Dolly Van de Ghem, la fille du peintre Kees Van de Ghem. Longtemps, elle chercha sa voie. Après quelques essais dans la couture puis au piano, son père la dirigea vers les beaux-arts. À 16 ans, elle fut admise pour apprendre à conduire une automobile et acquit une réelle virtuosité. Elle se destinait à une carrière d'interprète lorsqu'en 1930, un ami de son frère, Jean Hubert, se tua en avion. Elle sut alors ce qu'elle voulait être, aviatrice. Élève d'Henri Farbos, pilote français et fondateur de l'aéroclub de Mont-de-Marsan, elle passe son baptême de l'air le 4 juillet 1930. Hélène Boucher prend son premier cours de pilotage en mars 1931
et le 21 juin, elle obtient son brevet de pilote de tourisme. Ensuite, après avoir cumulé 100 heures de vol et réalisé un vol de nuit, elle décroche le brevet de pilote professionnel de transport public. Elle est la 4e femme à l'obtenir après Adrienne Bolland, Maryse Bastier et Maryse Hiltz. 23 juillet 1932, lors du raid de Cannes-Deauville, l'avro-avion piloté par Hélène Boucher, après avoir pourtant refait les pleins de verre, tombe en panne d'huile moteur au-dessus de la Nièvre. Parvient à se poser dans un pré, puis après réparation, redécolle. Au bout de 2 minutes, le moteur s'arrête une nouvelle fois. L'atterrissage de fortune finit dans une rangée de peupliers à Marolles, hameau de la commune d'Oulon près de Prémery. L'avion reste accroché dans les branches et la pilote s'en sort sans blessure, en rejoignant le sol de branche en branche par ses propres moyens. Un premier avertissement. Elle poursuit ses participations aux manifestations comme le raid Paris-Saïgour au début de l'année 1933, mais devra malheureusement s'arrêter à Bagdad suite à une avarie technique. Je vais entreprendre un voyage pour l'aide aux Chine. Je suis seul à bord de mon avion de tourisme. Je n'ai nullement l'intention d'essayer de passer un corps de vitesse, mais je désire accomplir cette randonnée de 12 000 km par petites étapes jusqu'à Saïdo. Et ceci dans un but de propagande pour l'aviation féminine française. C'est tout. En juillet 1933, avec Aimée Jarlot comme passagère, elle participera aux 12 heures d'Angers. Terminant 14e au classement général, elles seront les premières femmes à franchir la ligne d'arrivée. Puis le 2 août, Hélène Boucher décrochera son premier record du monde, celui d'altitude féminin pour avion léger 2e catégorie, avec 5900 mètres à bord de son avion Maubousson 60 chevaux. En septembre 1933, elle se lance dans l'acrobatie aérienne. Le pilote d'essai champion de voltige Michel Détroyat et son moniteur déclarent au terme de sa formation « Dans quelques mois, elle sera la meilleure acrobate du monde ». Son niveau lui permettra ensuite de s'engager à la rencontre internationale de Villacoublay le 8 octobre aux côtés de la pilote allemande Vera von Bissing. En juin 1934, elle signe un contrat avec la société Caudron-Renault. C'est François Louis II, patron de Renault de l'époque, qui décide de son embauche pour renforcer la notoriété de ses appareils. Avec ce contrat, elle obtient, outre un salaire régulier, des moyens techniques permettant de donner le meilleur d'elle. Puis à Istres, le 8 août 1934, toujours aux commandes d'un Caudron Renault Rafale, monoplan de 310 chevaux, Hélène Boucher enlève d'une part le record international de vitesse de catégorie sur 100 km à 412 km/h, et d'autre part le record des 1000 km à la moyenne de 409 km/h. C'était Maurice Arnould qui détenait l'ancien record avec 393 km/h. Le 11 août, elle s'adjuge le record du monde féminin sur base à 445 km/h. Elle se voit remettre le prix Monique Bernoux de l'Académie des sports, récompensant la performance sportive la plus remarquable de l'année. Parallèlement à sa carrière de pilote, elle signe un contrat avec Renault pour promouvoir une voiture de sport, la Viva Sport 6 cylindres. C'est Marcel Riffard, chef du bureau d'études Caudron Renault et concepteur du Caudron Rafale, qui a dessiné la Renault Viva Grand Sport, autrement appelée Viva Stella Grand Sport avant 1935. Outre ses exploits, Hélène Boucher, durant cette même année, s'engage avec les aviatrices Maryse Bastier et Adrienne Bolland dans le combat féministe et devint militante pour le vote des Françaises aux côtés de Louise Weiss. Bonjour Maryse Bastier. Merci Hélène Boucher. Mes chers aviatrices, merci. Vous êtes des auxiliaires précieuses pour défendre la cause des suffrages des femmes. Je salue la personne des femmes pour défendre la cause des suffrages des femmes. Merci.
Malheureusement, quelques mois plus tard, le 30 novembre 1934, Hélène Boucher se tue lors d'un vol d'entraînement sur l'aérodrome de Guyancourt aux commandes d'un Caudron C-430 Rafale. Mauvaise météo, erreur de pilotage, problème mécanique, le mystère reste entier. L'avion accroche la cime des arbres au-dessus de la forêt de la Croix-du-Bois de Magny-les-Amours et s'écrase près de la route de la butte aux Chênes à Bourg-Issy, non loin de la demeure familiale de l'aviateur Henri Farman. Ce sont les pilotes Raymond Delmotte, Fouquet et Goury, témoins de l'accident qui arrivent les premiers sur les lieux. Hélène Boucher, gravement blessée, est évacuée à l'hôpital de Versailles et décède à l'âge de 26 ans dans l'ambulance dans la côte de Satory à Guyancourt. Elle fut la première française et la seule avec Maryse Bastier dont la dépouille mortelle eut les honneurs des Invalides. Hélène Boucher fut décorée à titre posthume de la Légion d'honneur avec la citation suivante. Hélène Boucher personnifie la jeune fille française, modestie, simplicité, vaillance. Pilote de grande classe qui a conquis en peu de temps les records les plus enviés grâce à son habileté et à son audace réfléchie, a donné sa vie pour l'aviation. Dans les années suivant sa mort, une compétition d'aviation féminine porta son nom, la Coupe Hélène Boucher, remportée par Maryse Mills les 2 premières années. Tout comme Maryse Bastier, en France, nombre d'établissements scolaires, rues et avenues portent aujourd'hui le nom d'Hélène Boucher, comme par exemple la chasseuse la rue Hélène Boucher. À Brézin-le-Bretonneux, non loin du lieu de son accident, une sculpture d'Hélène Boucher réalisée par l'artiste Camille Touté-Goudin a été inaugurée le 30 novembre 2014 pour les 80 ans de sa disparition. L'aviatrice est également mise à l'honneur dans la commune de Yermenonville. C'est grâce au don de sa famille et à l'association des Amis de Yermenonville qu'un espace muséal entièrement dédié à sa vie a été inauguré le 30 novembre 2019, 85 ans après sa disparition. Hélène Boucher, cette âme sensible, délicate, réservée, même un peu secrète, dévorée par un besoin de foi idéal, restera à jamais la première reine française de la vitesse aérienne. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question qui est Hélène Boucher, je pense que vous avez un long résumé de sa vie. Alors pour information, Yermenonville ont vu la vidéo sur YouTube et ils m'ont envoyé leurs remerciements en me disant que c'était un reportage très complet sur sa vie. Yermenonville, c'est au sud-ouest de Paris. Pour ceux qui sont de passage, ils accueillent tous les visiteurs. Alors, comme je vous ai dit, maintenant on va passer à Maryse Bastier. Est-ce que vous savez où elle est, la rue Hélène Boucher, du coup? Ben, je vous laisse visiter chez vous, je ne vous le dirai pas, sinon c'est trop facile. Et la rue Maryse Bastier, vous savez où elle est, ça c'est facile. Maryse Bastier, vous y passez tout le temps quand vous allez au 7 chemin. C'est la rue qui est aux Petites Roberdières, le petit lotissement au feu, là où il y a les super dodanes, vous savez, ceux qu'on aime bien, là. Et ben sur la gauche au feu. Je vous ai pas endormi quand même, non? Ça va? Ça vous a plu ou pas? Ouais, c'est intéressant. Allez, maintenant, Maryse Bastier. Maryse Bastier, c'est particulier parce que quand j'ai diffusé la vidéo, en fait, alors, je vais vous redemander le nom du musée de l'aviation, j'ai pas retenu. Alors, l'association s'appelle Société d'histoire de l'aéronautique
Société lyonnaise d'histoire de l'aéronautique et des avions. La SLADA, c'est ça. La SLADA, voilà. Le Fort de Bon. Quand j'ai diffusé la vidéo, en fait, c'était quelques semaines, voire quelques jours avant la commémoration sur la stèle de Maryse Bastié à l'aérodrome. Et ils m'ont envoyé une invitation pour me remercier de la vidéo. Donc du coup, je vous laisse la visionner. C'est la SLADA. SLADA. Maryse Bastié, la grande dame de l'aviation. Maryse Bastié était une aviatrice connue et reconnue. Elle fut la première aviatrice française à décrocher de nombreux palmarès. Ses exploits furent très rapidement médiatisés. Son mérite est reconnu dans le monde entier, où lui sont décernés de nombreux témoignages et décorations. Née à Limoges le 27 février 1898 dans la rue de Beaumont, qui deviendra en 1953 rue Maryse Bastié, elle est orpheline de père à l'âge de 11 ans. La petite Marie-Louise Bombec aura une enfance difficile. Pendant la Grande Guerre, en 1915, à l'âge de 17 ans, elle se mariera contre l'avis de sa famille avec Jean-Baptiste Bourinchat, avec qui elle aura un fils, Germain. Elle divorce quelques années plus tard, en 1920, et devient ouvrière dans une usine de chaussures comme piqueuse sur cuir. Elle se remarie en 1922 avec son fief de guerre, le lieutenant-pilote Louis Bastié, originaire de Fiac, petit village proche de Toulouse. Avec lui, elle gère un magasin de chaussures à Cognac. En 1925, Louis Bastié devient moniteur à l'école Camplan, et c'est à ses côtés, à cette époque, que Maryse Bastié se découvre une passion pour l'aviation. Elle apprend à piloter auprès de son moniteur Guy Barthes, puis le 29 septembre de la même année, elle obtient son brevet de pilote sur la station aérienne de Bordeaux-Ténac, qui deviendra plus tard l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Une première pour une femme. Une semaine après, elle passe avec son avion un Caudron G3 sous les câbles du pont transbordant de Bordeaux. Mais les femmes peinent encore à cette époque à trouver leur place dans un monde exclusivement masculin. Maryse va se battre en permanence contre la misogynie qui règne dans le milieu de l'aviation et qui lui fera s'écrier un jour face à un journaliste. La femme ne serait-elle que la belle moitié du genre humain, dont la mission est de rendre la vie agréable à l'autre moitié ? En novembre 1925, elle vole de Bordeaux à Paris, divisant son parcours en 6 étapes, ce qui constitue son premier voyage aérien. L'année suivante, le 15 octobre 1926, son mari Louis Bastié trouve la mort dans un accident d'avion. Loin de se décourager, Maryse Bastié devient monitrice de pilotage, puis monte à Paris pour donner des baptêmes de l'air et faire de la publicité aérienne. En juin 1928, après avoir remporté 25 000 francs à un concours de vol, elle décide de s'acheter un Caudron C109, un moteur de 40 chevaux. Comme elle n'a pas d'argent pour le faire voler, le pilote Drouin va l'aider à financer sa passion. C'est également en 1928 qu'elle changera officiellement de prénom. Marie-Louise Bastié deviendra Maryse Bastié. Le 13 juillet de cette même année, avec son ami pilote Drouin, elle obtient son premier record féminin homologué de distance en ligne droite pour avion biplace léger entre Le Bourget et Treptow, en Pologne. Elle obtient également sa licence de transport public. Elle est la première femme à obtenir ce brevet en France. En 1929, elle s'attribue plusieurs records féminins nationaux et internationaux de durée de vol pour avions légers. À Orly, en avril, en 10h30, puis en 24h24. En juillet, en 26h46, aux commandes d'un Caudron C109, record repris le 2 mai 1930 par Lena Bernstein en 35h45. Maryse Bastié lui reprendra entre le 2 et 4 septembre 1930, après 37h55 de vol au-dessus du Bourget aux commandes de son Clem 25, baptisé Trottinette. Elle déclarera même « La durée, c'est trop dur, pour rien au monde je ne recommencerai ». Un an plus tard, le 28 juin 1931, elle part du Bourget aux commandes de Trottinette et après 30h30 de vol, elle atterrit à Moscou en battant le record de distance en ligne droite pour avion monoplace, avec une vitesse moyenne de 97 km/h. D'ailleurs, cette impressionnante performance lui vaudra la croix de chevalier de la Légion d'honneur et le très prestigieux Harmon Trophy, prix américain décerné pour la première fois à une Française. Du courage, Maryse Bastié n'en manque pas. Dès 1934, elle s'engage avec Hélène Boucher et Adrienne Bolland dans le combat pour le vote des Françaises, en soutenant Louise Weiss qui se présentait aux élections législatives de 1936 dans le 5e arrondissement de Paris. Malgré tout, son état de santé lui fait défaut.
Elle se voit retirer provisoirement sa licence de vol et doit se faire soigner en Suisse, à Megève. Triste coup du sort. Le 6 juin 1935, son fils Germain, militaire dans la Marine nationale, décède en Tunisie de la fièvre typhoïde. Maryse est effondrée. En août 1935, elle fonde avec Guy Barthes une école de pilotage à Orly appelée Maryse Bastier Aviation. Mais l'aventure durera très peu de temps. En 1935, elle relève le défi de battre le record de la traversée de l'Atlantique détenu par l'Australienne Johan Battel en 13h39. Elle prépare minutieusement cette traversée avec son ami pilote Jean Mermoz. Un an plus tard, le 30 décembre 1936, qu'elle pulvérise le record en traversant en solitaire l'Atlantique Sud, reliant Dakar à Natal au Brésil. Alors que 3 semaines auparavant, Mermoz s'était perdu en mer en tentant le même exploit. Pour rendre hommage à son ami, le 11 janvier 1937, elle baptise son avion Jean Mermoz. La passion de l'aviation, en cette première moitié du XXe siècle, devait se doubler d'un grand courage, car la mort était souvent au rendez-vous, sans distinction de sexe cette fois. Hélène Boucher en 1934, Jean Mermoz en 1936, Aimé Jérôme en 1939, et tellement d'autres encore. En 1940, lors de l'offensive allemande, elle veut voler pour défendre le pays, mais cet honneur est refusé aux femmes. Rageuse, elle offre ses services à la Croix-Rouge et participe aux soins donnés aux prisonniers français du camp de Drancy. Lors du départ d'un train vers l'Allemagne, elle se fracture le coude et en garde une invalidité. Elle rejoint en juin 1940 la résistance au sein du réseau Darius et sous couvert de son activité à la Croix-Rouge, elle recueille des renseignements sur l'occupant. Bien qu'ayant été arrêtée par la Gestapo en 1944, elle reste active pendant toute la durée de la guerre. En 1944, le général de Gaulle autorise enfin les femmes à rejoindre l'armée, à condition du moins de figurer sur la liste des meilleures. Bien évidemment, Maryse Bastier est engagée, tout comme Maryse Hills. Mais 2 ans plus tard, créditée de 3000 heures de vol et du grade de capitaine de l'armée de l'air, elle renonce à ses ambitions de pilote militaire. Honneur et responsabilité ne lui sont pas pour autant refusées. En 1947, elle reçoit des mains du ministre de l'Air la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Elle est la 3e femme à recevoir cette haute distinction et la première à titre militaire. En 1951, on lui confie la direction des relations sociales au centre d'essai en vol de Bretigny. Elle ne pilote plus, mais accompagne souvent en vol ceux qui ont pris la relève et qui sont ses amis. Elle disparaît tragiquement, 1 an plus tard, le dimanche 6 juillet 1952, lors d'un meeting sur l'aérodrome de Bron, à bord du Nord 2500, plus connu sous le nom de Nord Atlas, prototype d'un bimoteur destiné au transport de parachutistes. L'avion, revenant d'un survol de Lyon, après un passage au-dessus de Bron, moteur droit arrêté, s'engage dans une chandelle, décroche, s'écrase et prend feu. Maryse Bastier n'est plus. Ses obsèques ont lieu le 11 juillet 1952 aux Invalides et elle repose depuis à Paris au cimetière de Montparnasse où est enterré également un autre as de l'aviation, Charles Pégoud. Nombre d'établissements scolaires, rues et avenues portent aujourd'hui son nom en France, comme à Chassieux ou Grande-Reberdière, la rue Maryse Bastier. Une stèle en son hommage a également été érigée à sa mémoire en 1930 à l'aérodrome de Bron, à côté du hangar 5. Maryse Bastier, une carrière et une vie de très haut vol. Son nom restera parmi les plus grands et les plus purs de l'histoire des ailes françaises. Est-ce que vous avez relevé la petite erreur à la fin ou pas? Vous l'avez entendu ou pas? Oui. J'ai dit que la stèle a été érigée en 1930 alors qu'elle s'est écrasée en 1952. Je ne sais pas dans quel état j'étais quand j'ai enregistré. Je me suis loupé. Voilà. Donc, Hélène Boucher et Maryse Bastier, 2 personnages très importants dans le statut féminin, le rôle de la femme à travers l'histoire, parce que quand on voit tout ce qu'elles ont fait, comme elles se sont battues, et notamment aussi dans le monde de l'aviation, parce qu'elles ont marqué l'histoire de l'aviation française et elles ont laissé leurs traces sur l'histoire de l'aviation. Et donc le dernier, alors là on se rapproche beaucoup plus de Chassieux. Pour revenir au crash de Maryse Bastier, dans les interviews que j'ai effectuées, il y a des personnes qui ont été témoins. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui s'en souviennent, puisque 1952, c'est pas si loin non plus. Et donc il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient présents et qui se souviennent du panache de fumée noire qu'il y avait au-dessus de Saint-Priest, bien avant que l'autoroute arrive. Et on termine donc avec Auguste Ernest Delage.
Auguste Ernest Delage, un destin fatal. Auguste Ernest Delage est né le 17 juillet 1889 à Tessancourt-sur-Aubette, dans le département des Yvelines, tout proche de Versailles. Il était le fils de Jean Delage, 31 ans, tailleur de pierre, et de Marie-Geneviève Delage, 19 ans, sans profession. Auguste Ernest Delage grandit en région parisienne et exerça la profession de maçon. Inscrit sous le numéro 77 de la liste militaire de son canton, il est exempté du service militaire en 1910 à l'âge de 21 ans, pour cause d'hernie impossible à maintenir. Il est ensuite classé au service auxiliaire par le Conseil de révision des Alpes-Maritimes le 5 décembre 1914 pour hernie volumineuse. Le 20 février 1915, et suite au décret de mobilisation générale du 1er août 1914, il est rappelé sous le drapeau. Il se retrouve affecté au 7e régiment d'infanterie, puis est détaché à la poudrerie de Sorgues, près d'Avignon, lieu de fabrication de la mélinite. La mélinite, découverte par Eugène Turpin au XIXe siècle, est un explosif particulièrement puissant qui se compose d'acide picrique. Il est utilisé pour charger les obus et augmenter ainsi les effets d'explosion. 2 ans plus tard, le 1er juillet 1917, Auguste Ernest Delage passe au 7e régiment du génie et le 9 novembre 1917 se retrouve cette fois-ci détaché à la poudrerie de la Belle Étoile à Saint-Fond aux côtés des milliers d'ouvriers annamites, chinois et malgaches. Au début du XXe siècle, l'agglomération possède sur le territoire de la nouvelle commune de Saint-Fond le plus grand ensemble chimique de France. Finalement, le 1er août 1919, Auguste Ernest Delage est mis en congé illimité de démobilisation. Retour à la vie civile pour Auguste, puisque le 4 juin 1921, il épouse à la mairie du 3e arrondissement de Lyon Anne-Marie Grandot, née à Péral-Château, qui malheureusement décédera un an plus tard en avril 1922. Triste moment dans la vie d'Auguste Delage. Après la disparition d'Anne-Marie, il se rapproche de sa plus jeune sœur Marcelle Grandot, avec qui il aura en 1922 une fille prénommée Odette. Le 6 octobre 1923, à la mairie du 3e arrondissement de Lyon, Auguste et Marcelle officialiseront leur union en secondes noces. Et en 1924, ils agrandiront leur cocon familial avec l'arrivée de Denise. 2 ans plus tard, en juin 1926, il s'installe au 132 rue Mazenot à Lyon, puis déménage en 1931 au 160 avenue Berthelot à Lyon. Quelques années plus tard, la famille viendra à Chassieux, dans la rue du Constantin, une rue perpendiculaire à la portion est du chemin vicinal numéro 5, dit de la Bala. Chemin vicinal qui deviendra bien plus tard la rue Auguste Delage en son hommage. Mais pourquoi en son hommage? Eh bien, le 27 août 1944, vers 7h30 du matin, alors qu'il s'occupait à des travaux de culture dans son jardin, il fut abattu, sans raison apparente, d'une balle en plein cœur par un soldat allemand, qui, selon les versions qui nous ont été apportées, était posté dans la tour d'une des maisons bordant la route de Lyon, située à environ 400 mètres. Au répertoire des archives du Mémorial de l'Oppression, son dossier est classé sous la référence 3808 W451 et est accessible aux archives départementales du Rhône. Il obtint la mention « Mort pour la France » par la suite. Auguste Ernest Delage, âgé de 55 ans, est inhumé au cimetière de Chassieux dans l'allée K, place numéro 19. Tout comme Gustave Louis Clé, Maurice Rivaux et Orestes Zenésini, son nom figure sur le monument aux morts de Chassieux, place de la République en face de la mairie. Quant à Marcelle Delage, son épouse, elle a terminé sa vie à Lyon 8e et nous a quittés le 8 janvier 1993 à l'âge de 87 ans. Voilà, donc maintenant on sera incollable sur la vie d'Auguste Delage. Alors dans la vidéo vous avez pu voir pas mal, alors dans les 3 vidéos, pas mal de photos, d'images que j'ai trouvées, que j'ai recherchées sur internet, notamment les certificats de décès, de naissance, de mariage, qu'on peut retrouver sur les différents sites d'archives départementales, municipales, il y en a un peu partout sur internet, il suffit juste de prendre le temps d'y aller. Et toutes les cartes postales que vous avez vues, c'est aussi disponible sur internet. C'est un gros travail de recherche qui est aussi basé sur ce que je disais tout à l'heure, sur le travail des médias et patrimoine,
plus tous ceux qui sont passionnés par ces personnages et l'histoire des rues de Chassieux. Ouais, ça vous intéresse? Je veux qu'on applaudisse. Merci. Merci. Donc l'exposition photo qu'il y a là-bas, donc je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est des recherches qui ont été faites sur internet, notamment les cartes postales. Alors les cartes postales, j'en ai quelques-unes à la maison, mais c'est vraiment petit, du coup je les ai imprimées en A4, pardon. Et il y a aussi des photos de Chasselan qui m'ont été confiées, des articles de journaux, et puis toutes les autres archives qui sont inexploitées à ce jour, qu'on trouve nulle part et que j'ai récupérées de mon côté. Notamment de nombreux dons de Madame Belgrand, qui est une archiviste, on va dire, très particulière, parce que chez elle, elle a énormément d'articles du Progrès sur Chassieux, et elle m'a confié tout ça, et j'en ai plein à la maison. Ma femme, d'ailleurs, elle n'en peut plus, parce que j'ai des documents de partout à la maison. Donc je les scanne de temps en temps, et je les diffuse sur Facebook et sur le site internet. Voilà, donc du coup, j'en ai choisi quelques-unes. Donc celle-ci, par exemple, c'est 2 cartes postales que j'ai trouvées sur internet qui montrent des citoyens. Alors je ne sais pas si c'est vraiment des Chasselans, mais on voit qu'il y a des soldats, qu'il y a des gardes champêtres, qu'il y a aussi, selon la tenue, je dirais un gendarme, et elle date de 1914. Donc c'était tout début de la Première Guerre mondiale. Alors le lieu, c'est un peu compliqué à définir, mais comme c'est marqué Chassieux avec un X, je me dis que c'est à Chassieux. Voilà, donc c'est peut-être des membres de vos familles, je ne sais pas, des arrière-grands-parents, des grands-oncles, à voir. Donc si jamais vous les reconnaissez ou c'est compliqué, hein, mais voilà. Ensuite, alors celle-ci, celle-ci elle est très connue parce que sur cette photo il doit y avoir dans la salle des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de boulistes qu'on a là, notamment je pense à la famille Payet, je pense à la famille Guillaume Bataille, je pense à la famille, enfin il y en a plein, elle doit dater de, je dirais, les années 30, 40, vu les tenues. Et cette photo, elle a été faite devant la maison qui est sur la place Roosevelt en bas. Là, on va dire que dans le dos, j'ai le green, et c'est la maison qui est en face. Non, c'est la maison en face parce qu'en fait, le balcon là qui est en haut, c'est le balcon de la maison. J'ai regardé sur Google Maps. En fait, j'aime bien comparer avant-après. Et c'est la maison à droite, il y a la petite tourelle qui est le long de la route de Lyon. Et ben, c'est celle-ci, la maison. Et le balcon existe toujours. Donc voilà. Donc Boulis sur la place. Alors c'était la place de la bascule à l'époque. Je vous dis Roosevelt, mais Roosevelt n'existait. Enfin, c'était pas Roosevelt, c'était après la guerre. Celle-ci, vous la connaissez, c'est le croisement. C'est le croisement rue de la Luminaire, donc route de Lyon. Donc là, on rentre dans le centre de Chassieux, puisque c'est le café de la bascule. Voilà. Chassieux-le-Bas. Alors, à l'époque où on avait le tramway à Chassieux, ils prenaient des photos. Et là, on voit qu'il y avait, c'est pareil, c'est au même croisement. Donc la maison qu'on voyait tout à l'heure, c'est la grosse là qui est au fond, avec la petite tourelle là. Et là, dans le café de l'industrie Drevet, qui plus tard était chez La Rose, si je ne dis pas de bêtises, et c'était là où il y avait la réunion des anciens combattants. Le bar des chasseurs aussi. Ouais, ça a été avant qu'il soit rasé. Tout à fait. Alors, bon, celle-ci, celle-ci, elle est assez sympa parce que beaucoup de gens, je l'ai diffusée sur Facebook et il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es sûr que c'est l'église de Chassieux? Je dis, bah oui, c'est l'église de Chassieux, mais il y a très longtemps, avant qu'il y ait les ailes au centre, et l'entrée, elle se faisait côté Cure. C'est-à-dire que là, on la voit, on a Lyon dans le dos, et l'entrée, elle se faisait de ce côté, alors que maintenant, elle est dans la descente de la rue de la place de la République. Et là, on voit l'état, hein, les tuiles n'étaient pas dans un très très bon état, le clocher. Alors, j'ai du mal à donner une date à cette église, enfin, à la photo, je dirais, je sais pas, dans les années 30, 40, je sais pas, peut-être avant. Tant que ça 60 1960 Ah ouais? D'accord. Bon, plus. Au milieu, c'est l'ancien conservatoire, enfin le conservatoire actuel qui était le collège à l'époque.
À droite, c'est la place Roosevelt, Franklin Roosevelt. En bas à gauche, alors est-ce que vous reconnaissez en bas à gauche? La mairie. Ah, c'est la mairie, ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est la mairie. À l'époque où il y avait encore le monument aux morts devant la mairie, côté droit. Celle du milieu, c'est les coteaux Chasseland, à l'époque où on avait un vin Chasseland, les coteaux Chasseland. Et à droite, je pense que, mais j'en suis pas sûr, je pense que c'est dans la zone industrielle à l'époque où il y avait des maisons, mais je suis pas sûr à 100%. Donc si vous avez, ou alors peut-être rue du Progrès, je sais pas. J'ai du mal à, parce que ça a tellement changé depuis. Voilà. Bon, ben ça on connaît. Hein. Alors, Monsieur Coelho n'est pas là ce soir, parce que Monsieur Coelho, je l'ai interviewé, je crois que c'est le 2 ou 3e épisode de la première saison, donc il y a 1 an et demi. Monsieur Coelho qui est marié à une des filles Vachon. Alors, les filles qui sont en photo à droite, là, donc il y a Michel Pelli, donc Michel Vachon, que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, une de ses sœurs, et Monsieur Coelho est marié à une de ses sœurs. Et il y a une anecdote hyper intéressante sur la porte en bois qui est là. À l'époque où il y avait le café Vachon, il n'y avait pas d'eau courante à Chassieux, surtout en haut de Chassieux. Et ils ouvraient cette porte en bois, il y avait un puits, ils allaient tirer l'eau et ils la servaient au café à l'intérieur pour les chasseurs qui venaient boire un café, boire le pastis. Voilà. Donc c'était l'eau à l'époque où on avait des puits. Sachant que il y a ce puits à cet endroit-là, et si on remonte un peu plus loin, après le parking, en face de... Comment il s'appelle Chez Marie-Ange. Celui de Marichic. Chez Marie-Ange, là-bas, un peu. Chez Roblet. Comment Morel, merci. En face de chez Morel, monsieur et madame Morel, pardon, il y a aussi un puits qui a été... bon, ils sont tous condamnés, je suis sûr, mais il y en a un, il est... Comme la rue est en sens unique, on ne le voit pas parce qu'il est caché dans l'eau, dans la petite cour, mais on voit encore la structure avec toutes les pierres comme un peu. C'est vers chez toi, Marie-Ange. Il y en a un peu de partout, ouais. À Chassieux encore. Il y a de nombreux puits. Voilà. Alors celle-là, je l'avais déjà montrée, mais on voit l'évolution et l'urbanisation de Chassieux entre 1956 et 2021. Ces photos-là, en noir et blanc de 56, c'est des photos qui ont été effectuées par l'aviation américaine, où ils ont fait plein de clichés après la Deuxième Guerre mondiale, alors 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, 2021, c'est Google Maps. Donc on voit vraiment ce qu'était Chassieux, un petit village, avec ce qu'est Chassieux aujourd'hui, ultra urbanisé. Bon, après, c'est normal, hein, c'est dans la continuité des choses. Et alors, celle-ci, c'est la plus vieille photo d'école que j'ai. Alors celle-ci, je crois que je l'ai trouvée à l'époque où il y avait encore le site des archives municipales de Chassieux, et elle date de 1920 et elle a été faite devant la mairie de Chassieux, qui était l'école à l'époque. Voilà, donc 1920, les jeunes filles devaient avoir, je dirais, entre 6 et 10-12 ans. Donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui elles soient encore en vie. Mais il y a peut-être ses descendants parmi vous, ou parmi d'autres chasseurs qui habitent encore à Chassieux. Donc ça reste franchement, ça reste des trésors. Moi, j'affectionne tout particulièrement ce type de photos parce que ça me fait rêver. Et là, c'est en 1936, alors juste avant la guerre. On reconnaît les tenues. Elles sont exposées là-bas, vous pouvez les revoir. Et là, par contre, je suis incapable de vous dire qui est qui. Voilà, donc a priori, il y a un Caltanella sur la photo. C'est lequel? Tout en haut Tout en haut, quatrième en partant de la gauche. C'est qui lève le menton? Ah non, le quatrième. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, t'as bien vu. Et après, c'est toutes les photos que monsieur Rouchon et puis d'autres m'ont très gentiment offert. Donc, les années 58. Donc là, je pense que les jeunes filles, elles doivent avoir une dizaine d'années, 10-15 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et là, un petit peu plus proche de nous, donc ça, c'est des cartes postales, qui à l'époque où c'était la mode de faire des cartes postales sur les villes, bon, maintenant il n'y en a plus des cartes postales, et on voit qu'il existe rue de la Libération. Donc Libération, c'est fin des années 60, début 70, voire un peu plus. On voit le quartier vers le collège, là.
Plus le lotissement, alors elle est où Bernadette, je me souviens jamais, rue d'Épis, c'est ça? C'est la rue Vraiment. Et le stade de rugby, donc Font-Luc, qui existe toujours, et puis tous les champs qui ont disparu, puisqu'il y a plein de maisons depuis. Stade de foot à l'époque, de l'étoile sportive Chasse-Flandre, exact. Ouais. Tout à fait. Donc, et ça, c'est. Alors, ces photos-là, j'ai tenu vraiment à les mettre parce que c'est des photos de Monsieur Michel que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, qui s'est pris de passion pour la tour de Chassieux, notre tour de Chassieux, où il a écrit un bouquin, enfin il a écrit un bouquin, mais il a mis de nombreuses photos de la tour de Chassieux, et celle-ci, je les trouve super sympa parce que, bon, les hauts de Chassieux, et puis les nouveaux constructeurs, ça veut tout dire. Et dans ce livre, on voit l'évolution de la tour de Chassieux. Vous pouvez retrouver l'interview de Monsieur Michel sur YouTube, puisqu'elle a été diffusée il n'y a pas très longtemps. Et il m'a autorisé à diffuser ces photos, donc je les ai récupérées, je les diffuserai au fil du temps sur Facebook et sur le site. Et on voit l'évolution de la tour, et ça m'a permis aussi de faire des recherches sur la construction de la tour de Chassieux. Et prochainement, je ferai un reportage spécial sur cette tour. Et je vais essayer, je dis bien essayer parce que je pense que ça va pas être facile, d'aller dans la tour. Alors je sais que c'est très compliqué d'y accéder, mais j'adore relever les défis et j'espère que je vais y arriver. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils de communication qu'on a, on peut taper très haut et puis demander avec des bons arguments, voir si on peut faire quelque chose. Donc j'espère que je le ferai, et puis je vous présenterai ça bientôt. Et donc voilà, ça c'est deux photos, c'est deux photos de M. Michel, et il y en a plein. Combien vous en avez fait, M. Michel? 200 à peu près? 100? Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Voilà. Toutes les saisons, ouais, toutes les saisons, exactement. Donc elle est sous la pluie, elle est sous la neige, elle est sous l'orage, elle est au milieu j'allais dire les palmiers, non, il n'y a pas de palmiers à Chassieux, des tournesols. Voilà. Et comme je le dis toujours, Chassieux est unique. Mettons tous ensemble le présent au service de son passé pour dessiner son avenir. Chaque commune a son histoire, ses personnages, ses légendes. Et l'histoire de Chassieux, c'est vous, c'est nous, et c'est toutes les personnes. Tu passes juste devant la caméra. En fait, j'ai mis la caméra pour filmer. Et... Voilà. Et vas-y, continue, écrase le câble. Ouais. Donc vous pouvez retrouver tout mon travail sur Internet. Donc vous tapez « Il était une fois Chassieux »,« Raconte-moi Chassieux », le site Internet il est là, il y a YouTube, il y a TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Monsieur Michel. Alors, il y a une question. À quel moment Chassieux a perdu son X? C'est une très bonne question parce qu'il était présent, il a disparu, il est revenu et il a redisparu. Donc Yves, peut-être que tu peux le préciser. Ça a été un jeu de j'enlève, je mets, c'est ça hein? Non, Chassieux était dans l'Isère. Oui, mais c'est pas. Alors c'est pas. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Non. L'histoire de Chassieux qui est passée en 68, vous étiez intervenu, c'était par rapport à les pompiers suite à l'explosion de Fézin. Ouais, je m'en souviens très bien de ça, mais ça n'a rien à voir le X. Parce que dans les vieux documents, des très très vieilles archives, le X y était, après il a disparu, il est revenu. Donc très compliqué de dire pourquoi le X est parti, pourquoi il est revenu. Mes yeux, c'était pareil, ouais. Mes yeux, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, il y a deux Chassieux, il y a Chassieux le haut et Chassieux le bas. Exactement. Et l'air est plus frais là-haut. Ouais. Ah oui, ouais, il y avait deux Chassieux, le haut, le bas peut-être, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Merci beaucoup. Je suis très touché, comme je le répète à chaque fois, c'est vraiment un plaisir et je voudrais remercier toutes les familles qui m'ont ouvert leurs portes et leur cœur parce que à chaque fois que je vais rencontrer, alors que ce soit des jeunes ou des anciens, là il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé M. Pouget, 98 ans. Alors il n'est pas en très grande forme, il a perdu la vue il y a quelques années, mais une mémoire phénoménale et il m'a ressorti des choses sur l'histoire de l'église de Chassieux. Et c'est toujours un plaisir de maintenir
ouais, je peux le dire, cet amour que les gens ont envers leur ville et leur histoire et tout ce qu'ils ont vécu, mais pas que. Parce que je vais plus loin, j'aime bien savoir d'où viennent les gens et ce qu'ils sont venus faire à Chassieux et ce qu'ils y ont apporté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque dans notre humanité, c'est qu'on est vite dans le jugement de l'autre, alors avant d'apprendre à connaître les gens. Et quand on commence à tendre la main, et ben, au final, on se rend compte que en fait, on n'est pas si différents les uns des autres, on a chacun notre histoire, et c'est en échangeant qu'on avance. Voilà. Merci pour votre confiance, en tout cas. Continuez à suivre nos aventures, et puis je vais laisser la main à Alain. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. Merci à toi, Morgane. C'est extraordinaire de voir un très consciencieux s'intéresser et de faire de la transmission. Parce que ce qu'il fait, finalement, c'est de la transmission. Et moi qui ne suis pas de Chassieux, moi j'habite à Chassieux depuis 50 ans, je me fais une chair de roi, comme on dit, d'entendre tout ça, parce qu'on reconnaît des lieux, on reconnaît des endroits. Moi je viens, enfin mon mari vient d'une grande famille de Chassieux aussi, et franchement il y a des choses que j'ignorais malgré. Voilà.